Le ciel était gris de nuages. Il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonjour monsieur Compagnon. Alors pourquoi vous le cachez? C'est effectivement un privilège que celui de vous rencontrer cet après-midi, un privilège pour moi qui vais vous poser quelques questions, mais je crois aussi un privilège pour toutes celles et tous ceux qui assistent à notre réunion. Parce que vous êtes un personnage un peu pas commun, si je puis dire. Vous êtes polytechnicien. Vos amis polytechniciens disent de vous que vous avez un tempérament d'homme des Lumières. C'est vrai que votre parcours est digne d'une certaine manière des encyclopédistes. On a le sentiment que Diderot et d'Alembert se sont un peu penchés sur votre berceau. Pour faire court, vous êtes donc polytechnicien, donc un homme des sciences, une discipline que vous abandonnez assez vite à 25 ans, parce que vos goûts littéraires, finalement, l'emportent sur votre carrière d'ingénieur et vous entreprenez alors une thèse de littérature et une thèse de doctorat d'État ès-lettres, si je puis dire. Ancien disciple de Roland Barthes, dont vous devenez l'assistant, tout en conservant d'ailleurs une certaine indépendance vis-à-vis de l'homme et de l'intellectuel, vous consacrez votre thèse à l'art de la citation chez Montaigne, professeur d'université, notamment à la Sorbonne, mais aussi à l'université américaine de Columbia à New York. Vous rejoignez en 2006 le Collège de France. Dans votre leçon inaugurale, la littérature, pourquoi faire, c'était le titre que vous aviez choisi, vous confiez être un quasi-autodidacte en littérature, avec ce sens de la formule un peu provocatrice, qui ne vous déplaît pas d'ailleurs d'utiliser parfois. La preuve, votre dernier titre, la littérature, ça paye. Dans votre discours de réception à l'Académie française l'an dernier, l'historien Pierre Nora a salué en vous un militaire en littérature qui a troqué en quelque sorte l'épée du polytechnicien et celle de ses aïeux brillants officiers, dont votre père, le général Compagnon, qui fut ici commandant d'une division parachutiste. Eh bien, vous les avez troquées, ces épées, pour celles de l'académicien, sculpté dans un bloc de granit, je crois, de cristal, excusez-moi, plus proche finalement de la plume que du glaive. Votre père, je le disais à l'instant, le général Jean Compagnon, a commandé ici la 11e division parachutiste au début des années 70. Et ce père présent ici est un des deux liens qui vous unissent avec le Béarn. Bon, vous étiez jeune élève à Polytechnique, vous veniez en vacances chez votre père ici dans les années 70, mais ce n'est pas le seul lien qui vous unit, puisque la grand-mère de votre mère était l'épouse du vicomte de Vaufreland, personnage important dans les années 1910, 1920, 1930 de la haute société paloise. On l'a compris, vous êtes un historien et un critique de la littérature française, un spécialiste de Montaigne, de Baudelaire et de Proust, qui s'attache, et c'est ça le plus important, à faire rayonner l'étude de la littérature au-delà du cercle académique. Alors, pardonnez-moi ma curiosité, que dis-je, notre curiosité à tous pour ouvrir cet entretien. Qu'est-ce qui a provoqué, à l'âge de 20 ans, votre conversion, somme toute tardive, des sciences aux lettres? Vous avez préféré alors une carrière de littérateur dans la littérature plutôt qu'une carrière d'ingénieur humaniste. Racontez-nous le déclic. Bon, d'abord, bonjour. Merci de m'accueillir à Pau. Bon, c'est la première fois que j'y reviens, mais vous avez compris que, en effet, Pau est une ville à laquelle je suis attaché. Mes parents se sont rencontrés à Pau.
où mon père, en 1946, revenant d'Indochine, apprenait à sauter en parachute. On venait de créer une école de parachutisme ici. Et ma mère était en séjour. Après la guerre, elle avait été prisonnière. Elle n'avait pas une vie très heureuse à ce moment-là. Elle était en séjour chez sa grand-mère, qui était donc la femme de Henri Piscatori de Vaufreland. Moi, je préférais le Piscatori. C'est de la fausse noblesse, rassurez-vous. Il fait partie, il est cité dans tous les dictionnaires de la fausse noblesse en France. Mais cet Henri Piscatori de Vaufreland, que j'ai bien connu, c'était le second mari de mon arrière-grand-mère, donc il vivait encore. Je vous disais tout à l'heure, c'est le premier mort que j'ai vu. Il est mort en 1957. Et à Vaufreland, où il avait un château qui lui avait donné son nom, je ne sais pas très bien d'où ça venait, et c'était un souvenir qui m'a marqué énormément, parce que nous étions là en vacances, et c'est ma mère qui lui a fermé les yeux, cet Henri de Vaufreland, grand palois, et puis après ses obsèques, il y a eu une sorte de banquet, où il y avait tout le banc et l'arrière-banc local. Et c'était un banquet qui était finalement très joyeux. Et le petit garçon de 7 ans que j'étais avait été profondément, peut-être choqué, mais enfin c'était une leçon. C'était une leçon c'est une leçon que je n'ai jamais oubliée sur la vie et sur la mort. Alors bien sûr, j'ai rencontré beaucoup d'autres morts depuis celle-là, mais cette première mort, elle reste vraiment profondément inscrite dans ma mémoire par cette idée que oui, cet homme était mort et puis la vie continuait. C'est une drôle de leçon, mais c'est une leçon importante. Alors ensuite, y a-t-il jamais eu conversion? Ce n'est pas comme ça que je présenterai les choses. Je n'étais pas derrière le pilier de Notre-Dame et puis soudain l'illumination est venue. J'ai fait des études scientifiques. Maintenant, je vais faire un doctorat de lettres. Non, c'était pas comme ça. Je crois que j'ai toujours été un lecteur. Voilà, j'ai toujours aimé lire. Je n'ai jamais autant lu que lorsque je menais des études scientifiques. Je n'ai jamais autant lu que lorsque j'étais en maths sup et maths spé, comme ça s'appelait à l'époque, ces classes préparatoires. J'ai lu La recherche du temps perdu en maths sup et maths spé. Donc c'est assez long, c'est assez épais, mais j'avais besoin de cette lecture pour avoir une vie équilibrée. Donc une forme d'hygiène. Voilà. De vie intellectuelle. Je ne suis pas non plus je n'ai pas un sentiment d'être un renégat, parce que j'ai beaucoup aimé les mathématiques, j'ai beaucoup aimé les disciplines scientifiques. J'étais très heureux lorsque j'étais à l'école polytechnique. On avait des enseignements de très haut niveau, très agréable. C'était un peu Thélème, cette école. Et simplement, il s'est trouvé que peu à peu, quand j'étais à l'école polytechnique, j'ai fait une licence de lettres. Mais comme ça, pour le plaisir. Oui, c'est ça. J'ai suivi des cours de lettres. Je n'avais aucun projet d'aller plus loin. Puis l'année du service militaire, pour m'occuper, j'ai fait une maîtrise de lettres, mais là aussi, il n'y avait pas, c'était sans projet, sans aucun projet. Et puis ensuite, j'ai proposé un sujet de thèse de lettres, mais là aussi, je ne savais pas très bien ce qui se passerait. Et il s'est trouvé que j'ai eu une bourse pour faire cette thèse de lettres, et qu'une fois cette thèse soutenue, que vous avez évoquée, c'est mon premier livre, ce qui s'appelle La seconde main, qui porte sur l'art de la citation. Qu'est-ce que citer? Bon, au fond, c'était une question d'ingénieur. J'arrivais, comme je dis, en autodidacte, et je me demandais, au fond, qu'est-ce que c'est qu'écrire? Quel est le rapport entre ce que l'on écrit et ce que les autres ont écrit? Et donc, j'avais pris comme objet de mon travail citer, l'art de la citation. Qu'est-ce que citer?
qu'est-ce que ça implique d'un point de vue logique, d'un point de vue linguistique. Puis je m'étais intéressé à l'histoire de la citation depuis l'Antiquité. Et puis j'en étais arrivé à Montaigne, qui est le citateur par excellence dans les essais. Les essais de Montaigne sont le livre d'un lecteur qui cite et qui commente en marge des textes, et puis qui développe ses essais à partir de ses lectures. Je me suis retrouvé avec un doctorat ès-lettres, comme on dit, et je ne suis pas retourné, j'étais ingénieur des ponts et chaussées, je ne suis pas retourné à la construction des ponts et chaussées, et j'ai cherché des postes universitaires. Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu une carrière de professeur en France, puis de professeur aux États-Unis, puis de retour en France, puis de voyage entre les deux. Justement, avant d'entrer dans le vif du sujet de votre dernier livre, La littérature, ça paye, dont le titre, vous en conviendrez, est un peu provocateur, il y a une question qui commence à nous agiter tous, mais parce qu'en fait, c'est le titre de la conférence, de la leçon inaugurale au Collège de France. La littérature, à quoi ça sert? Alors, oui, à quoi ça sert la littérature? Alors, vous avez pu remarquer une petite différence. Le titre de ma leçon inaugurale au Collège de France en 2006, c'était, rappelez-le-moi, à quoi sert la littérature? À quoi sert la littérature? Avec un point d'interrogation. Et puis, 15 ans, 25 ans après, je ne sais plus, je réponds avec la littérature, ça paye, avec un point d'exclamation. Donc, je suis passé de l'interrogation à l'exclamation. C'est ça que vous appelez peut-être la provocation, mais c'est aussi parce qu'il me semblait que les années ayant passé, il fallait émettre un message plus percutant en disant que la littérature, ça paye. À quoi ça sert? Alors, bien sûr, il faut d'abord répondre que ça ne sert à rien. Lire, c'est pour le plaisir, et c'est très bien qu'il y ait dans un monde profondément utilitaire des choses qui ne servent à rien. Ce matin, j'ai flâné dans Pau, ça ne sert à rien. Mais rien n'est plus heureux que cette flânerie. Il faisait très beau, j'ai passé un très bon moment pour rien, gratuitement. Mais je pense qu'il est aussi important de dire que, alors quand je dis la littérature, ça paye, ou la littérature, ça sert, il est important aussi d'insister sur le fait que lorsque nous lisons, nous ne savons pas très bien ce que nous en garderons, ce à quoi cela nous mènera, mais un jour ou l'autre, il se trouve que l'expérience que nous a donnée la lecture de la littérature, la lecture des romans, la lecture des essais, la lecture de la poésie, eh bien, cela aura fructifié, cela nous rendra, j'ai envie de dire, plus aptes à rebondir dans les accidents de la vie. Je crois qu'à la question que voulaient répondre ces journées, aujourd'hui, eh bien, la lecture est l'une des réponses. La lecture aide à vivre mieux. Alors, la littérature, ça paye, dites-vous, mais ça paye pour qui? Ça paye pour les auteurs, ça paye pour les éditeurs, ou ça paye pour les lecteurs? Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a une sorte de logique marchande dans la perception de la littérature aujourd'hui? Alors, mon livre porte pour l'essentiel sur le profit de la littérature pour les lecteurs. Au début, dans les quelques premières pages, j'expédie la condition des écrivains, des auteurs. Et je rappelle que ça ne paye pas beaucoup pour les écrivains, non, à quelques exceptions près, et que, comme disait Zola après l'Assommoir, si ça se vend, c'est mauvais signe. C'est une sorte d'idée reçue depuis la modernité, depuis le milieu du 19e siècle, que si une œuvre a un succès immédiat, elle ne survivra pas. Et c'est une idée reçue, c'est-à-dire que très souvent c'est faux.
en l'occurrence. Mais on peut dire que c'est communément admis que l'œuvre qui rencontrera sa postérité, eh bien, dans le premier accueil, elle aura été maudite. C'est l'image que nous avons depuis, je dis la modernité, parce qu'une œuvre moderne, c'est-à-dire une œuvre nouvelle, elle doit créer son public. C'est Valéry qui disait que nous n'avons pas besoin de littérature. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Il disait l'être humain a besoin de manger, a besoin de dormir, mais l'être humain n'a pas besoin d'art, disait Valéry. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais ce que Valéry disait, c'est que donc que chaque œuvre nouvelle devait créer une demande, créer un besoin. Il n'y avait pas de demande avant que l'œuvre nouvelle existe. Et donc l'œuvre nouvelle, eh bien, cela lui prend du temps pour créer la demande. Proust raconte dans La Recherche du temps perdu que les premiers Renoirs, les premiers tableaux impressionnistes, eh bien, ils ont été décriés, ils ont été écartés, ils ont été rejetés. Et puis il dit, et puis après 20 ans, toutes les femmes dans la rue ressemblent à des Renoirs. C'est-à-dire que le Renoir est devenu le nouveau cliché, si l'on veut. Donc la littérature, en principe, elle paye plus tard, mais elle ne paye pas sur le moment, puisqu'elle doit trouver son public. Je prends l'exemple de Baudelaire. Baudelaire qui a vécu dans la misère. Et puis, aujourd'hui, eh bien, à peu près tous les élèves présentent au baccalauréat un poème de Baudelaire. J'espère. En tout cas, Les Fleurs du Mal est certainement le recueil de poésie qui est le plus familier dans les écoles. Donc, vous voyez ce renversement. Bon, cela veut dire qu'en effet, pour les écrivains, la littérature aujourd'hui, c'est plutôt un second métier. J'aime bien cette image de Colette. Colette parlait un texte de Colette qui s'appelle « Le second métier des écrivains ». Et elle nous dit que pour elle, c'était la publicité. Colette a fait beaucoup de publicité pour gagner de l'argent. Elle était très bonne. Publicité pour les vins Nicolas, pour les magasins Le Printemps, pour tout et n'importe quoi. C'était le second métier. Le premier métier, c'était écrivain. Mais je crois que les choses sont assez renversées dans la plupart des cas. On est d'abord professeur, journaliste, éditeur, avocat, médecin, puis en plus, on écrit des livres. Alors, on va évacuer une question qui nous brûle un peu les lèvres, c'est celle de la littérature artisanale en comparaison d'une littérature industrielle provoquée par la fameuse intelligence artificielle. Est-ce que l'une peut-elle, la fameuse écriture industrielle, peut-elle un jour prendre le pas sur la littérature artisanale que vous appelez la flâneuse, la nonchalante, l'improductive, la rebelle, joliment? Alors là, vous abordez une question très compliquée. Et en plus, j'ai changé d'avis depuis que j'ai écrit le livre et depuis 15 jours à ce sujet. Donc, c'est une primeur que vous nous faites. Je vais vous dire ce que je vous aurais dit il y a 15 jours et ce que je vous aurais dit aujourd'hui. Bon, il y a 15 jours, j'aurais dit la littérature industrielle, c'était l'expression de Sainte-Beuve, la littérature industrielle a toujours existé. Il n'y avait pas besoin d'intelligence artificielle pour écrire des romans de gare, des romans à l'eau de rose, des romans qui ne font que brasser des poncifs, redistribuer des stéréotypes, réorganiser des scénarios, des personnages qu'on connaît bien. Il y a toujours eu ce type de littérature. Alors évidemment, l'intelligence artificielle permet de réaliser cette littérature, de la produire plus vite. Et comme il faut tout faire plus vite dans notre monde aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle produit déjà des scénarios de films, elle peut produire du roman, des romance, ce qui marche le mieux en librairie aujourd'hui, elle peut le produire. Mais la question, c'est de savoir si l'intelligence artificielle peut produire une littérature
vraiment nouvelle. Est-ce que l'intelligence artificielle qui est fondée sur le big data, sur l'accumulation de données, hein, c'est comme ça qu'elle agit, eh bien, peut-elle véritablement innover? Peut-elle être une littérature de rupture? Peut-elle changer les choses? Il y a 15 jours, j'aurais dit « je n'y crois pas ». Je pense que c'est pas tout à fait... Elle ne peut que rebrasser, nous donner des livres et des personnages, des scénarios qu'on connaît déjà. Et vous avez changé d'avis? J'ai changé d'avis. C'est un peu à cause d'un livre que j'ai lu depuis 15 jours. Moi, maintenant, le libraire va me reprocher de ne pas l'avoir dit avant parce qu'on va aller le chercher. C'est ce que j'improvise. Donc, après, les libraires me disent « mais il fallait nous prévenir, on l'aurait à la sortie ». Je ne soumets pas les questions au libraire. Je suis désolé. Je ne soumets pas mes questions au libraire. Oui. Alors, le livre que j'ai lu il y a 2 week-ends, c'est un livre qui s'appelle, j'ai lu en anglais, mais en français, il a été traduit, ça s'appelle « Le Maniaque », « The Maniac » en anglais, d'un auteur qui s'appelle Labattu. Et c'est un livre très intéressant. C'est un roman comme on les fait aujourd'hui, un roman qui est sur un personnage réel. Et la majeure partie du livre est sur ce grand mathématicien, physicien qui s'appelle John von Neumann, ou János, puisqu'il est hongrois d'origine. Bon, vous avez tous entendu parler de lui. Von Neumann était un des physiciens de la bombe atomique, hein, du projet Manhattan américain. Et ensuite, parce que c'est un homme au prodigieux talent, c'est l'un des inventeurs de l'ordinateur. L'ordinateur ayant été conçu pour faire les calculs de la bombe à hydrogène. Bon, pour ceux qui ont vu le film Dr Folamour, Dr Strangelove, c'est lui, Dr Strangelove, hein, c'est John von Neumann. Donc c'est un personnage absolument romanesque, c'est une sorte de surdoué, mais extrême surdoué. Donc le livre est essentiellement sur lui, mais la dernière partie du livre porte sur l'intelligence artificielle, c'est le développement suivant après l'ordinateur. C'était son ordinateur qui s'appelait Maniac. C'est l'acronyme de l'ordinateur, ce qui vous donne une idée de la perversion de cette entreprise. La dernière partie du livre porte sur l'intelligence artificielle et le jeu de Go. Et le logiciel qui s'appelle AlphaGo, qui a battu le champion du monde de Go en Corée du Sud il y a une dizaine d'années. Et l'intelligence artificielle a d'abord fonctionné en accumulant tous les jeux humains et a battu le joueur, le champion du monde, par le big data, toutes les données. Mais à l'étape suivante, qu'a fait l'intelligence artificielle? Eh bien, on lui a donné simplement les règles du jeu. Et elle a joué contre elle-même. C'est en jouant contre elle-même qu'elle a été encore supérieure à ce qu'elle était lorsqu'elle avait accumulé tous les jeux humains. C'est en jouant contre elle-même qu'elle a inventé des nouveautés, des jeux disruptifs. Alors le jour où on pourra donner à l'intelligence artificielle les règles et non plus la masse de tous les romans, ben, ce jour-là, il n'est pas du tout impossible qu'elle produise des romans qui n'auraient jamais été conçus par l'être humain. Mais alors, est-ce que nous pouvons, en effet, abstraire toutes les règles de la littérature et les donner à l'intelligence artificielle? C'est ce qu'on croyait quand on faisait de la théorie de la littérature il y a 20 ou 30 ans. Ben, peut-être que ça peut revenir. Donc aujourd'hui, je serai beaucoup plus prudent en disant oui, peut-être que moi-même je ne le verrai pas, mais qu'un jour ou l'autre, l'intelligence artificielle produira des œuvres qui valent bien ce que l'intelligence humaine est capable de produire aujourd'hui. Donc à vous entendre, on n'a pas à être trop inquiet
sur l'avenir de la littérature. En revanche, il y a quand même une question qui nous préoccupe, c'est aujourd'hui, c'est le handicap de la littérature, finalement, c'est de lire. Dans un monde où tout va très vite, on ne prend plus le temps forcément de lire. Est-ce que ce n'est pas là le vrai sujet? C'est le temps que l'on consacre à cette lecture un peu indolente. Voilà. Bon, c'est le point de départ du livre. Hein. C'est l'idée que la lecture, c'est une activité lente. Et que tout ce qui est lent dans notre monde, c'est fragile. Je crois qu'il importe de prendre conscience que la lecture fait partie de ces rares activités pour lesquelles il n'y a jamais eu de gain de productivité. Nous ne lisons, je ne lis pas plus vite que Montaigne. Montaigne ne lisait pas plus vite que Platon. Et c'est au fond là qu'est le problème. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la culture, qui est affectée par la même absence de gain de productivité, tout ce qui est culturel coûte de plus en plus cher. Et je renvoie à un économiste américain qui avait formulé cette loi. Enfin, c'était la ville de New York qui l'avait interrogé en demandant pourquoi son budget culturel augmentait autant chaque année, pourquoi la culture coûtait. Et cet économiste a répondu, écoutez, aujourd'hui, en 2024, produire une symphonie de Beethoven coûte aussi cher que lorsque cette symphonie a été créée, prend autant de temps que lorsque cette symphonie a été créée à la fin du XVIIIe siècle. Si on fait plus vite, on fait mal. Hein. Et je dirais la même chose de la lecture. Si on lit plus vite, on lit mal. Hein. Et de ce point de vue, je compare la lecture à la coiffure. Hein. Oui, la culture à la coiffure. Expliquez, parce que c'est très étonnant ce que vous dites. Je crois que c'est important d'avoir ce type de comparaison très concrète. Si je vais chez le coiffeur et que si c'est fait plus vite, c'est mal fait. C'est pareil pour la lecture et c'est pareil pour tout ce qui concerne la culture, la musique, la peinture et je dirais aussi l'écriture. Il n'y a pas non plus de gain de productivité. Il faut autant de temps pour écrire un bon roman aujourd'hui qu'à l'époque de Flaubert. Qu'à l'époque de Flaubert. C'est ce que vous dites. Hein, d'une certaine façon, c'est dramatique d'un point de vue économique, quand il n'y a pas de gain de productivité. Les activités pour lesquelles il n'y a pas de gain de productivité, elles coûtent de plus en plus cher, puisqu'il faut tout de même payer le coiffeur, même s'il n'y a pas de gain de productivité. Et chaque année, on le paye un peu plus cher. Mais ce n'est pas la productivité qui permet d'expliquer. Donc voilà. Donc c'est pourquoi je crois qu'il est bon de prendre conscience que la lecture, c'est une activité qui, par nature, est lente. Hein. Alors je sais, il y a des gens qui disent il y a des méthodes pour lire plus vite. Pour lire plus vite. Mais moi, lorsque je peux lire plus vite ce qu'on appelle la littérature grise, hein, les rapports. Je n'ose pas dire devant vous, mais peut-être même les journaux. Mais bien sûr, la presse, on peut... oui, c'est fait pour être lu rapidement. Je voyais, je ne sais plus qui disait dans un entretien, la presse, moi, je lis les titres. On peut lire les titres, absolument. Ça va évidemment beaucoup plus vite. Mais si je me mets à lire un bon roman... je vais lire lentement, je vais retourner en arrière, je vais remonter, je vais retourner. Un livre, on le lit dans les deux sens. On le lit vers l'avant, mais aussi vers l'arrière. On ne cesse de retourner pour voir si on a bien compris quelque chose. Et tout ça, ça prend du temps. Alors, cette lecture lente, vous avez vous avez un témoignage important, c'est un passage touchant de votre livre sur la révélation de la mort prochaine de votre mère. Vous étiez en train de lire Le Noir et le Rouge, plutôt Le Rouge et le Noir. C'est ma dyslexie naturelle qui revient. Et vous dites, je n'aurais pas vécu les derniers mois de ma mère avec la même conscience, la même acuité, la même présence.
En quoi, finalement, la littérature peut-elle approfondir nos vies ? En quoi la littérature peut-elle approfondir nos vies? Alors, je cite l'exemple du Rouge et le Noir, que je lisais quand j'avais l'âge de 14 ans, alors que ma mère était malade et allait bientôt disparaître. Et la coïncidence m'a effectivement toujours marqué de cette lecture et de sentiment de vivre avec plus de présence, plus d'intensité, ce qui était en train d'advenir. Alors, pourquoi est-ce que la littérature permet de vivre avec, je dirais, plus de lucidité, plus de perspicacité, sans doute parce qu'elle nous donne une certaine distance par rapport à l'immédiateté de ce que nous sommes en train de traverser. C'est pourquoi je disais il y a un moment qu'elle permet sans doute de mieux rebondir dans les accidents de la vie, que ces accidents soient malheureux ou qu'ils soient heureux. Vous reprenez d'ailleurs une expression de Philippe Gian qui dit que la littérature, finalement, aide à traverser la rue. Ben, lui, il dit qu'elle ne l'a pas aidé à traverser la rue. Mais... Philippe Gian, que je cite, dit oui, Proust ne m'aide pas à traverser la rue. Bon, moi je dis Proust m'a aidé à traverser la vie. Proust m'a aidé à traverser la ville. Proust m'aide à traverser la rue, oui, incontestablement. La littérature m'aide à traverser la rue et à traverser la vie parce qu'elle me donne cette espèce de double regard. Celui qui a lu, eh bien, il a toute cette expérience qui est emmagasinée, dont il ne sait pas si elle lui sera un jour utile ou si, au fond, elle sera du pour rien. Et je suis tout à fait favorable au pour rien. Mais, bon, je dis dans ce livre, quelque part, celui qui a lu, celui qui a beaucoup lu, eh bien, en même temps, il est dans la rue, je reprends cette image de la rue, et il est au balcon, à se regarder passer dans la rue. Ce que les philosophes nous disaient que c'était impossible d'être à la fois dans la rue et au balcon. Je crois que celui qui a beaucoup lu, il est en même temps dans la rue et un peu détaché de l'immédiateté de l'expérience, et c'est ça qui permet aussi une vie plus intense, une vie plus consciente, une vie plus pleinement vécue. Je pense que c'est pour ça qu'il me semble qu'on peut dire aux jeunes gens et aux jeunes filles lisez parce que ça paye. Alors justement, en dehors de Proust, qui est très présent dans votre livre, quasiment à chaque paragraphe, ou presque, en dehors de Montaigne, évidemment, on vous connaît pour votre passion pour Montaigne, de Baudelaire, sans doute, quels sont les autres auteurs, les autres écrivains qui vous ont aidé à traverser, comme vous dites, la rue? Parce que profitons de vos conseils, on a la chance de vous avoir. Je pense que d'abord, il faut dire que pour chacun, la littérature, c'est ce qu'il lit. Oui. Donc, je pense que toute lecture est bonne. N'établissons pas de hiérarchie et de classement de valeurs dans la littérature. Tout est littérature. La littérature, c'est ce que je lis. Maintenant, oui, c'est vrai que j'ai un certain nombre d'auteurs qui sont mon petit canon, quoi. Dans votre panthéon personnel. Mon petit panthéon, vous avez cité un certain nombre de ceux auxquels j'ai consacré ces étés avec, Montaigne, Baudelaire, Pascal, Proust, Colette, à laquelle j'ai été consacré le dernier. Voilà des écrivains qui m'ont beaucoup marqué, qui m'accompagnent, mais il y en aurait bien d'autres, Je peux citer les grands romanciers russes que j'ai lus comme adolescent, et depuis quelques années, je me donne un peu comme ambition chaque été de relire un des grands romans russes. Guerre et paix, Anna Karénine, Crime et châtiment, donc j'essaye d'en relire un chaque année. L'été dernier, j'ai lu presque tout Kafka, que je n'avais pas lu depuis vraiment l'âge de 20 ans, et
Alors c'est très agréable quand on relit après beaucoup d'années, beaucoup de décennies, et qu'on lit complètement autrement, avec une autre expérience de la vie, avec une autre expérience des lectures que l'on a faites. Voilà. Y a-t-il un écrivain que vous connaissez mal, ça m'étonnerait, mais enfin, malgré tout, et que vous aimeriez découvrir? Est-ce qu'il y a un livre que vous avez envie, là, et que le temps, finalement, vous interdit de le faire pour le moment? Oui, il y a évidemment des romans japonais que j'aimerais bien... Parce que j'ai toujours un peu de mal à lire les traductions, je veux dire. Donc il faut que vous appreniez le japonais. Mais il faudrait sans doute que j'apprenne le japonais d'abord. Vous disiez qu'un lettré est l'auteur de sa vie. Oui. C'est un peu ainsi que vous terminez votre livre, sur l'idée que la littérature permettrait d'être finalement l'auteur de sa propre vie, ou en tous les cas, vous donnerez un sacré coup de pouce pour en être l'auteur. De quelle manière vous voyez ça? Quel est votre... Est-ce que vous avez un conseil à nous donner à propos de votre conclusion? Écoutez, c'est pas un livre de développement personnel. Non, j'ai bien qu'on a bien compris. Mais on peut aussi l'utiliser comme ça. Mais quand je dis qu'on vit mieux si on a cette attitude d'être l'auteur de sa vie, je songe par exemple au développement de Paul Ricoeur, qui avait beaucoup insisté sur cette idée que pour bien vivre, c'est-à-dire pour vivre moralement, il était important à tout moment de disposer d'une espèce de récit de sa vie. Alors il ne faut pas exagérer non plus dans ce sens, hein, mais c'est ce qu'il disait, hein, que dans ce livre qui s'appelle Soi-même comme un autre, quelque chose comme ça. Donc Soi-même comme un autre, c'est un peu l'image que je décrivais, être dans la rue et être au balcon en même temps. Et pour lui, il y avait cette sorte d'exigence morale de pouvoir avoir une sorte de récit de sa vie à tout moment pour, en somme, vivre bien, c'est-à-dire vivre moralement avec soi et avec les autres. Alors je dis, tout de même, prenons garde. Les récits peuvent être incohérents. Avoir un récit de sa vie toujours à disposition, ça ne veut pas dire que c'est linéaire et causal d'un bout à l'autre. Donc ne l'entendons pas comme une sorte de récit linéaire et causal. Un récit, et les plus grands récits, ils sont faits d'accidents, ils sont faits de retournements de situation, ils sont faits de coups de théâtre. Donc oui, je dis avec Ricoeur, il est important d'avoir un certain récit à tout moment, mais n'oublions pas que ce récit peut être plein de zigzags, hein, et que ce n'est nullement insister sur la cohérence, parce qu'on a toujours tendance à identifier le récit et la cohérence. Les plus grandes œuvres sont des œuvres incohérentes. Dans un bon roman, il y a des retournements de situation, des coups de théâtre, des péripéties. C'est ce qui fait la grande qualité du roman. C'est ce qui fait... Moi, un de mes plus grands romans, c'est Le Comte de Monte Cristo. Hein, ça reste celui-là. Alors, à plusieurs reprises dans votre livre, vous parlez d'un mot fort savant, la lettrure. Alors, bon, évidemment, quand j'ai lu lettrure, j'ai essayé de comprendre très vite, j'ai regardé précisément la définition. Dites-nous justement un mot de cette lettrure. Alors, j'appelle la faculté que les livres donnent au lecteur, la lettrure. Alors, j'ai choisi ce mot parce que je l'ai trouvé dans une lettre de Saint Louis à sa fille, qui dit qu'elle doit prendre un confesseur de suffisante lettrure. Qu'est-ce que ça veut dire, lettrure suffisante? Évidemment, ça m'a fait penser à Montaigne,
auteur que j'aime beaucoup, Montaigne, qui dit dans les essais, qui parle de celui qu'il appelle le lecteur suffisant. Le lecteur suffisant de Montaigne, c'est celui qui trouve dans les essais des sens que Montaigne n'a pas conscience d'avoir mis, qui lit au fond mieux que lui. Donc, j'ai choisi ce mot de lettrure pour désigner au fond, la supériorité. Ce n'est pas de la suffisance, mais avoir une lettrure suffisante, c'est avoir une sorte de capacité que vous donne l'absorption, le fait de vous être frotté à beaucoup de livres. Et bon, si je n'avais pas dit lettrure, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit culture générale. La culture générale, ça fait un peu banal. Voilà. Alors, c'est pour donner un peu de cachet à la culture générale que j'appelle ça lettrure, et avec l'idée que la lettrure, que celui ou celle qui dispose de lettrure, il vit mieux. Vous rejoignez celui que vous appelez prophète de la religion du livre, Proust, qui soulignait que la littérature donnait une sorte d'avantage, on pourrait presque dire aujourd'hui d'avantage compétitif à ceux qui en sont passionnés. Alors il y a un passage dans Proust, dans La recherche du temps perdu, sur lequel je m'appuie, où Proust parle de ceux qu'il appelle les gens occupés. Les gens occupés, ce sont ceux qui n'ont pas le temps de lire et qui vous disent « Ah, quelle chance vous avez, vous qui avez des loisirs, vous qui avez du temps à perdre. Moi, je suis occupé, suroccupé, je ne peux pas lire. » Et qui, au fond, dédaignent la lecture de ceux qui prennent le temps de lire au nom de cette supériorité des gens occupés. Et le narrateur de Proust, dans Sodome et Gomorrhe, dit « Ces gens occupés ne se rendent pas compte que dans leur propre métier, ceux qui réussissent le mieux, ce sont les lettrés, ce sont ceux qui continuent de lire. Ils ne se rendent pas compte que les meilleurs avocats, les meilleurs médecins, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs journalistes, les meilleurs... tout et n'importe quoi, ceux qui gagnent plus d'argent, puisqu'ils sont les meilleurs, eh bien, ce sont ceux qui n'ont pas renoncé à la lecture, à prendre le temps de lire. Alors bon, Proust, bien sûr, dit ça avec une certaine ironie, parce qu'il y a toujours de l'ironie chez Proust. Donc, il rappelle que les gens occupés devraient y réfléchir à deux fois et comprendre que la lecture, c'est un avantage compétitif dans la lutte pour la vie. Mais alors, bien sûr, Proust est ironique et n'importe quel lecteur de La recherche du temps perdu se rappelle que son docteur Cottard, qui fréquente chez les Verdurin, etc., ce docteur Cottard, c'est un imbécile, mais c'est lui qui a le meilleur diagnostic de tous les médecins de Paris. Donc, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Il peut y avoir de très bons médecins qui n'ont pas lu Alexandre Dumas. Mais disons que Proust veut rappeler aux gens occupés qu'il importe de continuer à lire. Alors moi, c'est une leçon que je voudrais rappeler aux jeunes gens et aux jeunes filles dans les collèges et les lycées, puisque, au fond, c'est vers l'âge de l'adolescence que beaucoup, surtout les garçons, un peu moins les filles, abandonnent la lecture et bon, ils consacrent 7 minutes par jour à lire des livres, papier ou numérique, contre je ne sais pas combien d'heures, je donne les chiffres, sur un écran, à consulter autre chose sur des écrans. Donc il y a un âge auquel, aujourd'hui, la plupart des jeunes gens renoncent à la lecture, et ceux aussi qu'on appelle les jeunes adultes. Alors, reviendront-ils au livre au-delà de l'âge de 45-50 ans? C'est très difficile à dire si cette habitude du livre a été perdue jusque-là. Voilà, donc il me semble qu'il est temps d'affirmer
une défense de la lecture qui soit positive. C'est ce que j'essaye de faire dans ce livre, contre tous ceux qui parient sur le déclin de la lecture et de la littérature. Mais merci beaucoup. C'est ce message et ce conseil implicite que nous allons clore cette discussion, cet entretien, en vous remerciant beaucoup de vous être prêté à cet échange avec, je l'espère, l'intérêt de nos auditeurs. Merci, Monsieur Compagnon. Merci.